Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans cette réunion de think tank organisée par l'Institut des Amériques. Certains d'entre vous sont familiers de ces rencontres, d'autres, je crois, n'ont pas eu l'occasion encore jusqu'à présent de les fréquenter. Je voudrais donc, en quelques mots, vous présenter l'Institut des Amériques et vous exposer sa raison d'être. L'Institut des Amériques est un réseau universitaire et scientifique. Il réunit aujourd'hui 61 établissements, universités, établissements de recherche, qui travaillent dont certaines équipes travaillent dans le champ des sciences humaines et sociales et dans un champ géographique qui couvre l'ensemble des Amériques, Amérique du Nord, Amérique latine, Caraïbes. Il le fait dans une perspective qui est à la fois transdisciplinaire et transaméricaine. Transdisciplinaire, c'est-à-dire que son ambition est de faire en sorte que des universitaires et des chercheurs appartenant à des secteurs différents puissent conjuguer leurs efforts. Transaméricaine en privilégiant chaque fois que c'est possible des logiques continentales dans ces thèmes d'études, dans les thèmes d'études qui l'encouragent. Alors son action proprement scientifique consiste à appuyer, sans se substituer à ses membres, à appuyer leurs activités, l'activité des universitaires et des chercheurs qui sont membres du réseau, c'est-à-dire les manifestations scientifiques auxquelles il apporte un appui, la mobilité des chercheurs et les publications, à travers notamment deux collections que je vous recommande, aux presses universitaires de Rennes et à la librairie Armand Collin. Et puis au-delà de cette dimension proprement scientifique, l'Institut des Amériques se donne une ambition de valorisation de la recherche, faire en sorte que le travail des chercheurs soit mieux connu et mieux exploité par des publics qui peuvent appartenir au monde diplomatique, qui peuvent appartenir au gouvernement, au pluriel, aux organisations internationales et enfin aux entreprises. Et à l'inverse, l'une des missions que s'assignait l'Institut des Amériques, c'est de faire en sorte aussi que ces chercheurs puissent se nourrir du regard, de l'expérience, de l'apport de ces secteurs que je viens de citer. C'est l'une des vocations de ces réunions de think tank de faire en sorte que ces différents publics se rencontrent. Et la composition de l'assistance ce soir témoigne que cet objectif est en passe d'être atteint, puisque parmi vous, il y a des représentants de l'ensemble des secteurs d'activité que je viens de citer. Je souhaite que le débat permette de nous rapprocher de l'objectif que j'indiquais il y a un instant. Voilà, je ne retiendrai pas davantage votre attention. Je vais céder la parole à la modératrice de cette table ronde, Madame Papiani Murat, qui est professeure associée à l'Université de Saint-Quentin en Yvelines et qui est également consultant. Bonsoir, bienvenue à tous. Merci d'être nombreux pour cette séance, ce débat. Donc, cap sur le Brésil, qui est donc un pays, comme on le sait, qui possède énormément de richesses, qui a énormément d'atouts, de potentialités remarquables. On sait que c'est un pays gâté par des ressources naturelles, aussi des ressources transformées. Bon, je pense par exemple à l'agriculture, qui a une grande offre alimentaire avec une production en viande, en grains, etc. Également une disponibilité en terres arables, une grande production d'éthanol, mais aussi de pétrole. Rappelons aussi que c'est le premier exportateur mondial tabac, sucre, café, jus d'orange, soja, poulet, bœuf. Donc, vous voyez, c'est vraiment véritablement le grenier du monde. Et
il y a également une énorme possibilité d'offres sur les énergies renouvelables et puis également les minerais. Et n'oublions pas aussi une population jeune, active, dynamique, d'origines diverses. Donc un pays vraiment plein de richesses et de potentialités. À l'inverse, on note aussi que le pays a donc 3 économies. Une économie industrialisée avec un secteur d'excellence, je pense par exemple à l'aéronautique, une économie de pays en développement et aussi une économie de pays émergents. Entre 2004 et 2009, le Brésil a une position plutôt confortable, avec une croissance plutôt assez dynamique, notamment grâce à la Chine, qui est devenue un grand partenaire commercial du pays et vers lequel le pays a exporté énormément de commodities avec des prix assez hauts comme le soja, le fer, etc. En 2010, un rebond avec 7% de croissance et ensuite, depuis, une croissance plutôt maussade, 1%, entre 1% et 3% selon les années. Donc, face à cela, le Brésil vraiment doit se confronter à plusieurs défis. Désindustrialisation, défis de système éducatif, inégalité sociale, mais également corruption. Donc, je dirais qu'entre l'Eldorado, surtout durant l'ère Lula, et puis les problèmes actuels économiques, les problèmes du moment, économiques et politiques, le pays connaît une véritable période de transition. Quelle est la situation donc, actuelle du pays? Quels sont ses défis? C'est de tout cela dont on va parler tout de suite. Et pour y répondre, nous avons 3 intervenants, 3 experts. Je vais donc d'abord présenter Charles-Henri Chenu, docteur en droit, avocat associé au sein du cabinet Chenu Oliveira Santiago. Vous êtes également vice-président du Comité national des conseillers du commerce extérieur de France et avec vous, on discutera donc des traits économiques et politiques. Ensuite, monsieur Christophe Alexandre Paillat, qui est directeur du domaine armement et économique du ministère de la Défense. Et également, donc, Hervé Terry, directeur de recherche au CNRS et professeur invité à l'université de São Paulo. Donc d'ailleurs, nous allons commencer par vous pour discuter des traits culturels. Réveiller l'ordinateur, Voilà, des traits culturels du pays. Alors, on sait qu'entre la France et le Brésil, on a un fond culturel commun, sur les plans linguistiques, religieux, juridiques même. Donc, ça pourrait, on dit que ça pourrait faciliter les opportunités, les partenariats entre nos 2 pays. Mais bon, dans la réalité, on s'aperçoit que ce n'est pas toujours aussi facile que cela, et donc il est aussi important de prendre en compte les spécificités culturelles. Donc, dites-nous quels sont les traits de la culture brésilienne et comment négocier avec les Brésiliens. Laurent, est-ce que je peux me lever ou ça va perturber ton enregistrement? Voilà. Je me suis pas recommandé ici. Toujours des choses avec beaucoup de chiffres, beaucoup de données. Et en fait, il me trottait dans la tête depuis longtemps des idées qui viennent d'être exposées. C'est qu'on dit toujours qu'il y a une très grande communauté culturelle, affective entre la France et le Brésil, mais que en fait, c'est pas toujours si vrai que ça. Donc j'avais envie de réfléchir un peu là-dessus avec vous, puisque vous donnez des choses toutes prêtes. D'autant que je constate que le public que vous êtes est très mixte. Il y a des étudiants pour qui ça peut être utile effectivement d'avoir des éléments avant d'aller au Brésil. Je souhaite vivement que vous y alliez bientôt. Mais il y a aussi des gens qui ont été ambassadeurs au Brésil ou qui n'ont donc pas vraiment besoin qu'on leur explique le Brésil. Donc ça va être un peu mixte, mais c'est toujours le danger quand on prépare quelque chose. Alors, ça a été dit tout à l'heure. Bon, je vais essentiellement vous montrer des images pour qu'on puisse réfléchir là-dessus.
Il y a une communauté très forte entre ce pays émergent-là, entre le B de BRICS, comme dit le bulletin de l'ambassade, et les autres. Les autres n'ont pas la même proximité culturelle qu'avec nous. Donc ceux d'entre vous qui ont eu à négocier avec des Chinois ou des Indiens savent à quel point c'est compliqué, puisque les arrière-plans culturels ne sont pas du tout les mêmes. Alors qu'avec le Brésil, et je suppose qu'il y a aussi des Brésiliens, donc je parle sous leur contrôle, si je dis de trop de bêtises, n'hésitez pas à m'interrompre, il y a quand même une très forte communauté, au moins apparente, et qui parfois demande à être un peu réinterrogée. Bon, le plus évident, c'est le catholicisme, c'est la langue latine, c'est le droit, c'est tout ce qui fait que la matrice culturelle est la même, la matrice, pas forcément le résultat, et c'est ce que l'ambassadeur Rouquier, directeur de cette maison, appelait l'extrême Occident. Donc l'Amérique latine, dont le Brésil fait partie, a beaucoup de choses en commun, la religion, le système juridique, parfois des variantes, il a choisi dans l'héritage culturel européen des variantes. Là, c'est l'opéra de Manaus qui était une façon de marquer à l'extrême fin du XIXe siècle, au début XXe, que l'héritage essentiel, c'est-à-dire l'héritage portugais, n'était pas forcément ce que le Brésil récemment indépendant voulait garder, ou le récemment républicain voulait garder, et que, on en a ici un exemple, ce qui est au premier plan avec un clocher, c'est le collège des Jésuites, qui est le point de départ de la ville de São Paulo, qui pendant plusieurs siècles a fonctionné tantôt comme collège, tantôt comme séminaire, puis comme palais du gouverneur. Et quand São Paulo a vraiment commencé à gagner de l'argent, on a construit des bâtiments comme ceux du fond, qui sont aujourd'hui des secretarias du gouvernement de São Paulo, dans un style volontairement non ibérique, en prenant comme modèle plutôt la France, l'Italie ou les pays du nord de l'Europe. Donc même dans la matrice culturelle, il faut regarder assez précisément ce qui a été gardé. Il y a aussi des choses intéressantes qui sont des petites différences. Alors j'espère que vous me permettrez ce détour par d'un sujet un peu plus léger, mais après tout il est assez tard et vous avez travaillé toute la journée. On croit qu'on est exactement pareil, on croit qu'on fonctionne pareil, en fait non. On peut en prendre un exemple dans ce modèle de maillot qu'on trouve au Brésil, qu'on appelle fil dentaire. Et mesdames, excusez-moi, mais je vais montrer quelque chose qui va attirer l'attention des messieurs. Voilà le modèle fil dentaire. Je crois que ce n'est pas besoin d'expliquer. Mais avant qu'on dise, mon Dieu, comme c'est indécent, on peut signaler que les Brésiliens, eux, trouvent parfaitement indécent que les femmes françaises montrent leur sein. Comme quoi, dans la même matrice culturelle, il peut y avoir des variantes de ce genre-là. Pourquoi est-ce que ça se fait ou ça ne se fait pas? Parce que dans le consensus culturel d'une société, il peut y avoir des choses acceptables ou pas. Pourquoi ça revient en arrière? Dans les choses aussi un peu surprenantes, et je suppose que tous ceux d'entre vous qui ont eu affaire au Brésil connaissent cette institution odieuse et haïe, qui est le cartório. C'est-à-dire que, vous le savez sûrement, parce que ça touche aussi bien les entreprises que les personnes privées, au Brésil, quand on veut faire quelque acte officiel que ce soit, qui peut être simplement signer un bail pour un logement, on est obligé de faire valider sa signature constamment. Et que donc il faut aller au cartório, qui sont des endroits extrêmement agréables, comme celui-ci par exemple, où on a vraiment envie de passer des heures, et où on va chercher quoi? On va chercher ça, c'est-à-dire un papier qu'on vous vend assez cher, enfin, pas très cher, mais comme c'est plusieurs millions de fois par jour, ça finit par faire beaucoup d'argent, qui garantit que vous êtes vous. Alors ça, c'est un héritage tout à fait direct des 3 siècles où le Brésil était une colonie du Portugal. Ça a laissé un héritage très positif de mon point de vue, c'est que les statistiques brésiliennes sont très bonnes, parce que pendant des siècles, le roi du Portugal voulait savoir exactement ce qu'il y avait dans sa colonie. Mais par ailleurs, c'est quand même une administration très 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 tatillonne et bureaucratique. Vous vous rappelez peut-être, pour les plus anciens d'entre vous, qu'il fut un temps en France où on avait des photocopies certifiées conformes. Et un beau jour, ça a été supprimé, et curieusement, le monde n'a pas cessé de tourner. Alors qu'au Brésil, apparemment, personne n'envisage de renoncer à ça. Qu'il y avait une justification du temps où on copiait d'un parchemin à un autre à la plume doigt, il fallait que quelqu'un certifie que c'était bien la même chose. Aujourd'hui, ça ne sert à rien, et ça fait perdre du temps. Donc, comme quoi, il y a aussi des nuances. En réalité, c'est pas ça. On ne va pratiquement jamais au cartório, enfin, à São Paulo où j'habite. On appelle le motoboy, c'est le motoboy qui vient chercher le papier, qui le fait signer, qui fait mettre le cachet et qui revient. Ce qui fait que vous avez trois courses à payer, enfin 3 fois à payer, la course aller, le cartório et le retour.
Donc ça fait partie des choses désagréables qui font partie de ce qu'on appelle le custo Brasil, le coût Brésil, qui contient des choses différentes. Alors je répète pour les Brésiliens que j'adore le Brésil, que j'y vis, que j'ai épousé une Brésilienne, mais que je m'efforce de garder une certaine objectivité. Et ça, c'est une chose que je n'aime pas au Brésil. Je ne suis sûrement pas le seul. Alors, dans la façon aussi de vivre au Brésil, je le signale principalement, enfin bon, dans les milieux d'affaires, je sais que c'est le cas, mais si certains d'entre vous sont universitaires, je peux vous signaler une façon très rapide de vous rendre extrêmement impopulaire quand vous travaillez au Brésil, c'est d'organiser un colloque au Brésil comme vous le faites en France. C'est-à-dire à l'heure de la pause, vous dites, bon ben voilà, c'est la pause, il y a des machines à café là-bas. Ça ne se fait pas. En général, même dans un colloque qui n'est pas très riche, on est censé offrir ça. C'est-à-dire un coffee break décent. Ce qui prouve d'ailleurs que les Brésiliens ont compris l'intérêt principal d'un colloque. Chacun sait que ce n'est pas les communications le plus intéressant, c'est les pauses café où on discute entre soi. D'ailleurs, j'envisage de fonder dans quelque temps une association pour la suppression des communications dans les colloques, qui est une perte de temps. Je pense qu'on pourrait commencer par l'ouverture, pause café, déjeuner, pause café. Enfin, voilà. Bon, juste pour dire que dans ce qui se fait ou pas, ça inclut même ça. Quand j'organise, j'ai vu des colloques en France où il y avait des Brésiliens, et les étudiants brésiliens en France se précipitaient pour apporter une petite bouteille d'eau ou quelque chose aux Brésiliens pour qu'ils n'aient pas trop l'impression d'être reçus comme des chiens. Alors que les collègues universitaires français, dont je fais partie, considéraient que c'est comme ça, on n'a pas du tout besoin d'offrir quoi que ce soit dans un colloque. Bon, autre institution qui porte elle aussi un nom anglais, que vous connaissez tous, il est très fréquent, il est même, je dirais pas obligatoire, mais fortement conseillé qu'en fin de journée, ou surtout en fin de semaine, on retrouve ses collègues pour se détendre avec eux. Je pense que ça fait partie d'un système où on fait des affaires, qu'elles soient financières, administratives, universitaires ou autres, avec une certaine cordialité. Il y a une littérature très abondante sur la cordialité brésilienne, sur laquelle je n'entrerai pas, mais je pense que ça fait partie des choses qu'on doit comprendre si on veut fonctionner au Brésil, sinon on ne peut arriver à rien qui vaille. Alors, un phénomène intéressant, ceux d'entre vous qui ont eu l'occasion de se trouver au Brésil dans des réunions, enfin dans des cercles franco-brésiliens, vous avez peut-être remarqué, vous me direz si mon observation recoupe la vôtre, quand on propose de la caipirinha et que le garçon demande caipirinha ou capirovska, c'est-à-dire à base de cachaça ou à base de vodka, les Français comme un seul homme disent « Ah ben non, quand même, avec de la cachaça, c'est l'alcool national ». Et les Brésiliens souvent se disent « Bah non, quand même, on est quand même maintenant un pays développé, donc on va mettre de la vodka ». Donc vous voyez des petites nuances qui reflètent l'idée qu'on se fait de l'image qu'on veut présenter aux autres. Mais les ingrédients sont les mêmes. Ah, pardon. Désolé, de temps en temps, ça s'emballe. Alors, j'y arrivé, voilà. J'ai trouvé ça l'autre jour sur Internet, et je trouve que c'est une assez belle représentation de la façon dont beaucoup de choses fonctionnent au Brésil. C'est-à-dire avec beaucoup d'audace, avec beaucoup d'anticipation et un optimisme inébranlable. La Coupe du Monde aura lieu. Oui, elle aura lieu. Rien n'est prêt, c'est dans 3 mois, ce sera fait, et ça c'est fait. Les Jeux Olympiques sont sûrement déjà très en retard, je n'ai pas vérifié, mais je pense que c'est probable. Une espèce de foi dans l'avenir et une foi en soi qui fait qu'on se lance dans des choses souvent très acrobatiques, en comptant sur Dieu, qui est brésilien, comme chacun sait, mais aussi sur les forces du pays, qui fait que souvent ça marche. Tous ceux qui fréquentent le Brésil savent qu'on s'y prend tard, mais qu'il y a une phrase que vous n'entendrez jamais, qui est, je crois, des phrases les plus tabous qui soient au Brésil. En 40 ans, j'ai jamais entendu quelqu'un me dire « c'est trop tard, t'avais qu'à t'y prendre avant ». Ça n'arrive jamais. Les gens disent oh, « c'est bien un peu tard quand même, enfin bon, on va régler ton problème ». Donc en général, dans les milieux que je fréquente, les colloques ou les congrès ou les excursions, se font dans des conditions qui font hérisser les cheveux des Français, mais qui finissent par retomber sur leurs pieds. Et je pense que dans le monde des affaires, c'est un peu la même chose. Il faut rappeler aussi que le Brésil est un pays continent qui comprend beaucoup de diversité et ne croyez pas, ce serait naïf de le croire, qu'il est homogène. Il est extrêmement divers avec des États et des sous-ensembles qui ont leurs particularités. Et une des façons d'y accéder, c'est de regarder l'humour. Puisque, je crois que dans la plupart des pays du monde, il est de coutume de se moquer de son voisin et donc de faire ressortir les stéréotypes et les ethnotypes du pays par des dessins comme celui-ci. J'ai une petite collection et si vous pouvez m'en trouver d'autres, je suis preneur de visions du monde du Brésil vu depuis. Bon,
Voilà, là, malheureusement, c'est un peu dans le sud, tout ça, c'est depuis Rio, depuis le Rio Grande do Sul, depuis São Paulo et depuis le Paraná. Mais il y a des choses que je trouve intéressantes. Par exemple, considérer que cet espace-là, c'est l'espace naturel d'expansion des gauchos, ça correspond à une réalité précise. Ce sont les gens de ces États du Sud qui ont conquis tout cet espace-là pour y planter du soja, du coton et du maïs. Et vous remarquerez que le pire mépris que les gauchos peuvent avoir, c'est pour les mineiros, gente que não sabe fazer churrasco. Les gens qui ne savent pas faire le churrasco, c'est épouvantable. Bon, il va sans dire que je n'endosse pas tous ces jugements qui sont très souvent très péjoratifs. Bon, mais vous savez qu'en France, ça n'arrive pas, qu'on ne dit jamais du mal des Corses, des Bretons. Donc je pense que c'est plutôt une voie d'accès. La coupe a été intéressante parce qu'elle a fait sortir un certain nombre de choses qu'on ne voyait pas forcément dans le Brésil. Surveillez-le, je vais vous laisser un peu aller. J'ai utilisé combien de temps? 13 minutes. Bon, donc je vais accélérer. La coupe a été intéressante parce qu'elle a été justement l'occasion de voir que le Brésil, comme puissance, était capable d'organiser un très grand événement sportif. Il y a eu quelques infrastructures qui sont un peu restées en plan, mais ça a fonctionné. Et j'ai passé tout le mois de juin à répondre à des journalistes et à des Français en disant « mais vous inquiétez pas, tout ça est en retard, mais ça marchera ». Et l'inquiétude qu'avaient les Brésiliens que je fréquente, c'était qu'ils se couvriraient de gloire sur le stade, mais qu'ils seraient ridicules dans l'organisation. C'est exactement le contraire qui s'est passé. Et donc, au moins, ça a bien fonctionné. Alors, il y a eu une phase intéressante où il y avait un rejet de la coupe, on en a parlé dans ce cadre même du think tank de l'IDEAS, mais dès que ça a commencé, la ferveur nationale est partie, jusqu'au tragique moment que vous connaissez tous, qui a cassé les ambitions, qui a laissé le pays entier stupéfait. J'avais quelques amis chez moi, je prêtais une attention assez limitée à l'écran. J'ai failli demander, mais pourquoi est-ce qu'on fait tellement de replays de ce but? En fait, ce n'était pas un replay. Mais on m'a fait remarquer que, en fait, alors vous voyez l'effet que ça a fait sur les gens, mais si on avait prêté attention, c'était déjà visible. Si vous regardez bien, il y a une autre façon dont c'était déjà visible aussi, le logo de la coupe. Vous voyez, à mesure que le score progresse, on se rapproche progressivement du logo de la coupe qui contenait déjà les... Voilà, alors on peut quand même parfois aller au-delà de la constatation et travailler un peu. Je m'étais posé la question, est-ce que les résultats au foot, qui sont quand même un des éléments importants de la fonctionnement brésilien, ont à voir avec la hiérarchie urbaine? Vous voyez qu'en général, quand même, les grandes villes sont plutôt dans les premières séries, dans la série A, ce qu'on appellerait ici la Ligue 1, c'est ça, Ligue 1. Et donc, il y a une assez bonne coïncidence que je ne vais pas avoir le temps d'analyser. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que les Brésiliens, en général, et je pense que là, on peut généraliser, ne supportent pas une ville, mais ils supportent en fait un club. Ça pourrait passer, peut-être. Voilà. Donc, en fait, c'est ça, la vraie unité de travail. Et ça, c'est en grande partie ça qui explique les résultats. J'avais fait une analyse à 2 reprises, donc une pour la Coupe. Aucun club, aucune ville qui ait un seul club ne se hisse plutôt que le 40e rang. Et en fait, il y a une assez bonne corrélation entre le nombre de clubs et le nombre de points. Les cercles sont proportionnels au nombre de points. Et on voit bien que les grandes villes sont celles où il y a 4 ou 5 clubs qui s'affrontent. Et c'est vraiment ça un élément de la sociabilité brésilienne. Depuis que je suis à l'université de São Paulo, je sais que le lundi matin, je ne peux pas prévoir de conversation sur autre chose que les résultats du foot. Il ne faut pas en parler. Alors que ce sont des professeurs de la meilleure université du pays. Ça fait partie de la sociabilité, donc je suis contraint de faire semblant de m'y intéresser. Et il y a un secteur d'affaires qui tourne autour, ça c'est un des magasins du Flamengo, si je ne me trompe pas. Et ça va très tôt. Et en fait, si vous fréquentez un peu des familles brésiliennes, vous voyez qu'en fait, l'appartenance au club est un élément important de la sociabilité, et que dans les meilleures familles, il y a parfois des problèmes dans les mariages mixtes, non pas entre couleurs de peau différentes, mais entre clubs différents. Et en général, c'est le père qui arrive à fixer le club de l'enfant. Bon, là, c'est la sélection nationale, donc il n'y a pas de problème. Mais dans ma famille, il y a eu récemment une naissance, et le premier uniforme complet du club a été apporté à la maternité. Donc l'enfant... Bon, tout ça, bout à bout, et pas mal d'autres choses que je saute, mais qui sont dans d'autres travaux, pourraient être résumées sous cette forme. Comment le Brésil voit-il le monde? Et en résumant de façon très schématique, il y a un cœur du pays, ça je pense qu'il y a d'innombrables preuves qui le montrent,
une périphérie et les enveloppes successives du Mercosur, de l'UNASUR, les relations classiques avec la triade, c'est-à-dire l'Europe, l'Amérique du Nord, le Japon, les nouveaux partenaires BRICS, avec lesquels les relations sont extrêmement complexes, et de plus en plus maintenant une solidarité avec l'Afrique, solidarité active, principalement avec les pays lusophones. Donc j'ai fait un saut très grand du foot à ça parce que le temps est limité, mais je voulais juste dire que ça, même dans le monde des affaires, dans le monde des relations intellectuelles, il faut vraiment prendre en compte que la façon dont la matrice européenne s'est développée au Brésil fait que c'est assez sensiblement différent de ce qu'on connaît. Et la métaphore qui explique tout ça, c'est celle de l'anthropophagie, comme ça avait été expliqué à la Semaine d'art de Rio, de São Paulo en 1924. Prenant la métaphore, prenant le cannibalisme comme métaphore, les intellectuels brésiliens disaient « le Brésil s'inspire de ce qui vient de l'extérieur, l'avale, le digère et le transforme ». Je crois que c'est effectivement ce qui arrive le plus souvent. Mais ça sur un fond de fierté, c'est même écrit sur les avions, « Orgulho de ser brasileiro », en l'occurrence, que c'est la compagnie. Tout le monde, tous ceux qui ont fréquenté le Brésil connaissent ce dessert, ça s'appelle le Roméo et Juliette, c'est-à-dire pâte de goyave et fromage moyen. Mon idée de la coopération franco-brésilienne pourrait être celle-ci, si ça veut bien passer. Camembert et goyabade, que j'emploierai aussi métaphoriquement, parce que je ne recommande pas ce méthode. Voilà, merci. Au Brésil, ça nous a fait plaisir de revivre certaines choses. Personnellement, le jogo de cintura, voilà, j'essaye de garder toujours cette flexibilité, cette adaptation. Je vais être absolument moins française, pas de pause café, et je vais donc donner la parole à monsieur Christophe Alexandre Paillard, qui va donc nous parler du Brésil, riche en minerais. On sait qu'il y a une grande diversité d'applications, comme dans des produits de haute technologie, et qu'il y a un intérêt grandissant des investisseurs, mais aussi des industries innovantes qui utilisent de plus en plus ces minerais. Donc, est-ce que les minerais brésiliens sont stratégiques dans la production de technologies de pointe? Sont-ils très recherchés? Et puis savoir aussi quels sont les risques. Alors, bonsoir à tous. Moi, je ne vais pas vous parler que du Brésil. Je vais vous parler du Brésil, mais pas que. Parce qu'en fait, c'est un sujet d'abord qui est un petit peu abscon pour la plupart des gens, y compris dans mon milieu, qui est celui du ministère de la Défense. Alors, par rapport au Brésil, moi, contrairement à Hervé, je ne vis pas au Brésil. Mais j'ai été responsable, là, les 2 dernières années, en fait, du dialogue stratégique qu'on appelle 2+2 entre le Brésil et la France, c'est-à-dire entre les ministères des Affaires étrangères d'une part et les ministères de la Défense d'autre part. C'est ce qu'on appelle le 2+2. En dehors de ça, donc, je m'occupais du soutien à l'exportation des matériels militaires français vers le Brésil. Et donc j'ai travaillé sur le Brésil depuis maintenant une petite quinzaine d'années, en fait, dans un domaine évidemment très spécifique, qui est le domaine de la défense et des équipements militaires. Donc voilà, mais ça ne m'empêche pas de me cultiver auprès d'autres spécialistes ici présents, même si je n'ai pas évidemment leur connaissance sur la société brésilienne. Donc voilà, donc je suis un visiteur occasionnel de la société brésilienne. Alors, sur un sujet comme celui-là, on va faire un tout petit peu de chimie, donc je vais essayer de tenir mon temps. Bon, il y a beaucoup de planches, mais je ne présenterai pas tout. Je vais essayer simplement de vous expliquer de quoi on parle, sachant que, évidemment, il faut toujours revenir au tableau de M. Mendeleïev, qu'on appelle la classification périodique des éléments. Et donc, dans les éléments chimiques qui composent notre sol, notre atmosphère, notre univers, donc le Brésil occupe une place quand même relativement particulière dans le monde. Il fait partie en fait des 10 pays les plus importants sur le plan minier mondial, avec un certain nombre de pays voisins d'ailleurs du Brésil, dont l'Argentine et le Chili. Mais vous trouvez également dans cette liste en fait la Chine, le Kazakhstan, l'Australie, l'Afrique du Sud, les États-Unis et le Canada. Alors le Brésil est un pays important de par ses réserves. C'est un pays minier très important, mais pas forcément pour les métaux les plus rares. Donc le Brésil est surtout un très grand exportateur de minerais de fer, ce qui pose d'ailleurs d'importants problèmes de relations avec la Chine, parce que les Chinois se comportent vis-à-vis des Brésiliens de manière, on va dire, peu sympathique, c'est-à-dire qu'ils refusent d'acheter de l'acier ou des produits transformés,
et pour des raisons évidemment de gain, préfèrent acheter aux Brésiliens les produits non transformés, ce qui coûte d'ailleurs actuellement très cher à l'économie brésilienne. Alors, on reviendra sur quelques métaux, mais l'une des caractéristiques du Brésil, c'est en particulier d'être le détenteur d'un métal, qui est là, parce que je pointais le néodyme, excusez-moi, le niobium, qui est en fait un métal extrêmement rare et dont le Brésil est aujourd'hui le détenteur pour 97% environ des réserves mondiales. Mais je reviendrai pour vous expliquer ce que c'est. Donc, et c'est ce qui fait, avec un certain nombre d'autres métaux comme le manganèse ou le tantal, mais surtout le tantal, que le Brésil est un pays qui effectivement compte sur la scène internationale, donc pas seulement pour le fer en fait. Alors, les marchés mondiaux, bon rapidement, inutile de lire la planche, elle est un peu compliquée, enfin un peu longue, mais simplement ce que je voulais vous dire, c'est qu'on est dans un univers extrêmement changeant. Alors il y a un géant minier brésilien qui s'appelle Vale, que vous connaissez probablement, mais on est dans un univers actuellement qui est en pleine mutation parce que en fait, la plupart des produits de haute technologie, en fait, que ce soit d'ailleurs des produits civils ou des produits de nature militaire, utilisent de plus en plus couramment les métaux pour en fait être fabriqués. Il y a environ 20 ou 30 ans, pour les produits industriels courants, on utilisait une douzaine de métaux. Aujourd'hui, pour fabriquer ne serait-ce que par exemple un iPhone, dans l'iPhone, vous avez entre autres 9 métaux de la famille des terres rares. Alors qu'il y a 30 ans, on n'utilisait absolument pas pour des produits industriels des métaux issus de la famille des terres rares. Alors dans la classification périodique des éléments, pardonnez-moi, les terres rares, en fait, c'est ce qu'on appelle en fait cette famille-ci, on appelle les lanthanides, et vous avez deux métaux qui sont ici également, qu'on appelle l'yttrium et le scandium. Voilà. Excusez-moi, c'est références un peu scientifiques. Pardonnez-moi, je ne cherche pas du tout à étaler ma science, ce n'est pas le sujet, mais c'est simplement pour vous expliquer finalement de quoi on parle. Donc, le problème est de définir effectivement pour le Brésil comme pour d'autres, ce qui peut être stratégique ou ce qui ne l'est pas. Donc, les Brésiliens eux-mêmes ont d'ailleurs un plan en fait qui s'appelle le plan national des mineração, donc qui est en fait un document officiel brésilien intéressant, mais qui en fait ne répond pas aux mêmes objectifs que des plans équivalents dans les pays comme la France, le Royaume-Uni ou les États-Unis. C'est-à-dire que pour les Brésil, il y a des produits qui sont d'ailleurs en dehors de la famille des métaux, puisque les minerais recouvrent à la fois les métaux et d'autres produits qui ne sont pas des métaux, puisque le minerai c'est de la roche, et vous cassez votre roche, et à partir de votre roche, vous allez extraire des produits, dont des métaux. Donc les Brésiliens n'accordent pas tout à fait la même importance aux produits que nous. Bon, un produit qui est considéré d'ailleurs dans ce plan national comme important, mais j'en parlerai pas, sont les phosphates, pour une raison très simple, c'est que les phosphates, c'est ce qui sert pour fabriquer des engrais, qui sont, comme on l'a dit tout à l'heure pour l'industrie agroalimentaire, extrêmement importants, vu que le Brésil est la deuxième en fait, industrie agroalimentaire mondiale, derrière celle des États-Unis, mais premier exportateur, effectivement, pour tout un tas de produits qui ont été cités tout à l'heure. Donc, nous, Français, on est comme d'ailleurs la plupart des grands pays en fait, qui ont une industrie de défense importante, on a défini en fait ce qu'étaient les métaux pour nous stratégiques ou critiques. Bon, pour vous faire simple, un métal stratégique, c'est un métal comme le cuivre, par exemple, pour la Chine. Parce que la Chine en a besoin, en réalité, pour électrifier le pays, s'industrialiser. Donc, de fait, le cuivre n'est pas un métal rare, mais c'est stratégique pour la Chine parce qu'ils en ont besoin pour faire du câblage électrique. Par contre, un métal critique, c'est un métal qui est d'abord géologiquement présent dans très peu de pays, qui est utilisé en général dans des produits de haute technologie et qui en fait a un phénomène de rareté qui peut s'expliquer soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons politiques, soit pour des raisons tout simplement géologiques. Donc le niobium dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est présent au Brésil, fait partie de ces métaux critiques, c'est-à-dire c'est un métal qui n'est pas produit en très grande quantité à travers le monde, dont les seuls grands pays producteurs sont aujourd'hui le Québec, enfin le Canada et le Brésil, et qui est effectivement indispensable pour des produits de haute technologie, en particulier pour les parties chaudes des moteurs des avions de combat ou des avions civils. Je parle bien sûr des avions réacteurs, pas des avions hélices. Donc, cette qualification est importante. On a un métal qui est présent en Amérique latine, mais au Chili, en fait, qui est le rhénium, qu'on utilise en particulier chez Pratt & Whitney, Rolls-Royce ou General Electric, pour fabriquer, entre autres, les moteurs des avions de combat F-18, F-16, F-22, F-35. Nous, on ne l'utilise pas, par contre, pour le moteur en fait, du Rafale. Donc, je passe aussi rapidement, mais simplement pour vous dire qu'il y a aussi une question très importante sur ces métaux qui est liée aux énergies renouvelables, parce que les aimants permanents qu'on retrouve dans les éoliennes ou les panneaux, en fait, les couches minces de métaux qu'on retrouve sur les cellules photovoltaïques, sont constituées à base de métaux très rares, essentiellement d'ailleurs de la famille des terres rares,
Et ce sont effectivement des problématiques importantes, puisqu'on pense que pour le Brésil, en tout cas comme pour l'Inde, puisque j'ai eu des relations avec l'équivalent du Bureau de recherche géologique et minière français brésilien, il y aurait potentiellement effectivement des gisements de terres rares au Brésil tout à fait intéressants, qui pourraient se substituer d'ailleurs aux productions chinoises. Juste pour vous montrer ça, je vais passer sur l'Amérique latine et la défense. Donc vous prenez simplement une Toyota Prius aujourd'hui. Donc vous avez en fait dans une Toyota Prius tout un tas de métaux en fait qu'on n'exploitait pas il y a 20 ou 30 ans, et en tout cas qu'on n'industrialisait pas. Juste un petit exemple très simple. En fait, le cérium, qui est un métal de la famille des terres rares, c'est un métal qui, en fait, en couche-main sur un pare-brise, sert en réalité à rendre l'eau déperlante, et c'est ce qui explique que depuis un certain nombre d'années, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais que finalement vos essuie-glaces ne se fatiguent pas énormément, vu que l'eau coule toute seule, et tout ça, c'est tout simplement lié au fait que sur le verre, on a une fine couche de métal qui s'appelle du cérium. Voilà. Bon, il faut prendre des exemples concrets, mais c'est vrai que c'est important d'évoquer tout ça. Donc, je passe sur les renouvelables. Alors, l'Amérique latine, en soi, c'est un monde important pour le monde des métaux, parce qu'on y trouve du niobium, je vous en ai parlé pour le Brésil, mais on en trouve aussi plein d'autres métaux rares, comme le lithium. Vous voyez, là, on est dans le désert d'Atacama, en fait, dans ce qu'on appelle les salars. Donc, le lithium, ça sert entre autres pour les batteries, évidemment, dans les téléphones, les ordinateurs, les voitures, etc. Mais on trouve aussi, par exemple, au Chili, du molybdène ou du rhénium. Donc je vais parler du rhénium pour les moteurs des avions de combat. Le molybdène est aussi un métal qu'on utilise entre autres dans les technologies de défense. Et puis on a également du tantale au Brésil, mais je vais revenir sur le tantale. Donc, bon, c'est un débat qui est mondial, donc je vous passe parce qu'on n'a pas trop de temps. Simplement, il y a tout un tas de rapports à travers le monde et des groupes de travail qui sont constitués. Une date importante à retenir, c'est la date du 7 septembre 2010, en fait, qui a, on va dire, fait comprendre au grand public et à la presse, à la suite d'un incident naval entre un navire de guerre japonais et un bateau de pêche chinois, que la problématique des métaux, et là en particulier la problématique des métaux des terres rares, était devenue un enjeu majeur aujourd'hui de l'économie mondiale. C'est ce qui fait aussi que le Brésil ou le Chili, en Amérique latine, sont des pays clés justement de cette industrie-là, du fait de leurs réserves naturelles. Bon, ça c'est le texte actuellement qui est en discussion au Congrès des États-Unis, parce que les Américains, suite à l'incident entre Chinois et Japonais, se sont énormément inquiétés de leur approvisionnement en métaux pour, entre autres, leur industrie de défense, puisque les Chinois ont instauré des quotas en fait, d'exportation de terres rares, ont sanctionné les Japonais par ce biais-là, et donc on est lancé en fait un peu, si vous voulez, dans une guerre des métaux qui ne dit pas son nom, mais dont nous sommes seulement au tout début. Donc, l'Union européenne, elle a réagi, elle a lancé une politique en 2008, je vous passe là-dessus, parce que je voudrais avancer vite, puisqu'on n'a pas trop de temps. Donc, en fait, il y a ce qu'on appelle la European Union Raw Materials Initiative, donc, qui a été lancée, et donc il y a un groupe aussi de travail, dont j'étais moi le chef de délégation français à l'Agence européenne de défense, et l'Union européenne a présenté son plan métaux le 20 juin 2014 à Athènes. Rien à voir avec la situation économique en Grèce, il faut que la réunion était à Athènes. Voilà, donc il y a une stratégie allemande. Alors nous, rapidement, français, on a lancé un comité des métaux stratégiques qui a été créé donc, par décret du 26 janvier 2011. Donc avec, on a tout un plan derrière, en fait, pour expliquer notre politique, etc. On a lancé une étude, en fait, qui s'appelle l'étude PIPAM. Donc le PIPAM, c'est le pôle interministériel de prospective et d'anticipation des mutations économiques, donc qui est copilotée par le ministère de l'économie et des finances et par le ministère de la Défense. Donc cette étude est publique, donc vous pouvez tout à fait vous la procurer en ligne en fait, sur Internet, d'ailleurs vous avez le lien. Mais en fait, on explique justement quelle est la stratégie française, sachant que pour nous, Français, vous l'avez vu pour les voitures, évidemment c'est important pour Renault et PSA, on s'intéresse aussi aux métaux, pas seulement pour la défense, mais parce que c'est vital pour la pétrochimie, l'automobile, l'électronique, etc. Bon, je passe sur le cas de la Chine et l'histoire des terres rares. Donc simplement là pour vous montrer quels sont les métaux de la famille des terres rares